Chaque match est différent et au-delà du plaisir que les joueurs, les entraîneurs et les supporters prennent ou non pendant 80 minutes, ce qui reste à la fin, c'est la victoire ou la défaite. Il faut être capable de gagner des matchs sans briller. C'est vrai qu'avec le 15 de France, on s'est vite habitué à ce standing de haute qualité. Des passes après contact, des lancements de jeu propres, des essais, des gestes spectaculaires, bref, tout ce qu'on aime. Mais pour jouer au rugby, il faut avoir deux équipes qui ont la volonté d'envoyer et de produire du jeu, et on reviendra sur ce point un petit peu plus tard. Honnêtement, il n'y a personne qui voyait l'équipe de France perdre au Pays de Galles. On avait tous un petit peu l'impression que c'était fait et qu'on jouait déjà comme si on allait jouer le grand chelem contre l'Angleterre. D'un côté normal, depuis que Galtier a repris les rênes, on a battu 3 fois les Gallois en temps de rencontre. Pourquoi est-ce que ce serait différent sur ce match? Dans la vie de tous les jours et dans le rugby, j'essaie d'être pragmatique. Mais un match de rugby, quels que soient les pronostics et la forme des équipes, va avec son lot d'incertitudes, de joie, de désillusion, de peur, de surprise, de tristesse, de dégoût, de colère, d'inquiétude, d'étonnement, de panique, d'enthousiasme, d'angoisse, de fureur, d'émerveillement et de stupéfaction. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur ce match. Premièrement, j'ai trouvé que le match était long et que ça manquait de rythme dans un premier temps. En le revoyant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'intensité et deux défenses très organisées, d'où la possible fréquence des fautes techniques de deux équipes qui se neutralisent. On cherche à en faire trop, le pas de trop, la passe de trop, la petite action qui n'est pas utile. On pourrait penser que les Gallois étaient dans une mauvaise passe, mais pas tant que ça en fait. Ils se font pulvériser par les Irlandais, ok, mais ils battent l'Écosse et ils perdent de peu contre l'Angleterre. Il faut pas oublier qu'ils vont en demi-finale de la dernière Coupe du Monde et gagnent le tournoi l'année dernière avec la même équipe. C'est la beauté et la complexité de ce sport où les équipes doivent s'adapter rapidement pour pas être lisibles et continuer de malmener tactiquement l'adversaire. Je pense que le pari de Wayne Pivac a été de nous enfermer dans notre camp en alternant les jeux au pied de pression et d'occupation. Quand on affronte une équipe en pleine bourre qui s'impose dans les collisions et chirurgicale sur les lancements de jeu, amène beaucoup de variations en attaque et oppresse l'adversaire en défense, on se demande souvent comment est-ce qu'on va les contrer. Une des stratégies les plus évidentes, c'est de choisir ses ballons d'attaque en gagnant la guerre de l'occupation et les jeux au pied. On sait que les duels aériens, c'est approximativement du 50-50 et que même si la France est très efficace sur contre-attaque, sur un rideau bien organisé, ils rendront des ballons au pied. Là où les Gallois ont commis des erreurs techniques sur le jeu au pied depuis le début du tournoi, Bigard, il a réglé la mire et il a été redoutable sur le jeu au pied. Il nous met quand même deux magnifiques 50-22. Même si on a eu des bons jeux au pied, j'ai eu l'impression que la partie, elle s'est résumée à un ping-pong entre Bigard et Jaminet qui se faisaient des passes au pied. Alors c'est ultra technique, mais par contre c'est pas si joli que ça à regarder. Quelque chose qui est normal au rugby, c'est de réussir à pousser dans le dos de la défense pour réussir à enfermer l'adversaire dans ses 22 mètres. Ça, c'est quelque chose qui est normal, mais on peut le faire après plus ou moins de séquences de jeu. Là où j'ai trouvé que les Gallois, c'était vraiment leur stratégie, c'est qu'ils l'ont fait même à partir de lancement de jeu, chercher à nous enfermer. Et là où c'est très efficace, c'est si tu as bossé ton contre en touche et que tu es efficace sur les contre en touche, et ben en fait, le fait d'amener l'adversaire dans ses 22 mètres, tu vas contrarier ses touches et ses patterns de sortie, ses schémas de jeu de sortie. Et là-dessus, les Gallois, ils ont été plutôt efficaces. Ils nous ont bien emmerdés en touche sur la première mi-temps. Le fait de nous enfermer dans notre camp et de nous contrer en touche, c'est quelque chose qui te fait progressivement sortir de ton match. Du coup, on a ce rythme un petit peu haché où on pousse, ça sort en touche, on est contrarié sur nos touches, ça ralentit le jeu. Et ça, c'était tout dans l'intérêt des Gallois de ralentir le jeu face à cette équipe de France qui arrive à beaucoup produire. Évidemment, décider de prendre une équipe sur le jeu aérien, c'est un petit peu plus compliqué que de monter des chandelles, des jeux au pied dans la boîte et de pousser dans le dos de l'adversaire. Donc je me suis amusé à essayer de regarder un petit peu comment est-ce qu'ils avaient fait les Gallois et comment est-ce qu'ils avaient visé spécifiquement Jaminet au vu de la prestation qu'il avait fait la semaine dernière. On a deux lancements de jeu sur touche sur lesquels on vient chercher Jaminet exprès en zone de marque pour le forcer à jouer un duel aérien. Il y a ce premier sur ballon porté où c'est quelque chose qui est entre guillemets normal, la distribution défensive sur ballon porté où l'arrière va venir fermer dans le couloir des 15 mètres et les Gallois ont décidé de venir le chercher directement sur un jeu au pied pour le forcer à jouer son duel aérien. En revanche, on a ce deuxième lancement de jeu sur touche qui est un petit peu plus travaillé et j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, mais en fait il est stratégiquement très très bien joué. On va revenir dessus. On a deux avants qui sont au centre du terrain qui vont venir attaquer très très fort. Jusque-là, rien d'anormal. On a le 9 qui se retourne pour faire mine de faire jouer ce bloc de 3 avants, sur lequel il y a Liam Williams qui vient s'intercaler au milieu du deuxième et troisième avant, et en fait qui sait qu'il va y avoir un jeu au pied dans la boîte et qui va aller au duel aérien. Là où c'est très bien joué et là où on a eu aussi un petit peu de chance par la force des choses, c'est là-dessus. On a Ntabak qui est sollicité sur le plaquage. Comme je vous le dis souvent, une fois que le 10 est consommé sur un lancement de jeu ou qu'il a été dans la phase de combat, en fait, il va recharger normalement côté opposé au sens du jeu pour aller chercher les 15 mètres. On a le 15 qui est venu fermer
la zone des 15 mètres côté ouvert. Puisque quand on est dans les 22 mètres, généralement, on a une couverture défensive qui est avec moins de joueurs et on a souvent deux joueurs qui se répartissent la moitié du terrain et en fait qui essayent de compenser. Sauf qu'il faut être capable de se déplacer très vite de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Donc on a Villiers qui vient défendre, qui était de ce côté-là, qui vient défendre dans l'axe du ballon. Quand il voit que le jeu va s'inverser, la menace c'est de pousser dans le dos de la défense dans cette zone morte. Et donc du coup il est obligé de repartir très rapidement. Et on a Villiers qui repart très rapidement vers la gauche. Et le moment où le 9 gallois tape, on a Ntamak qui est en train de se replacer et qui a juste à poursuivre son effort. On va revoir l'action sous cet angle-là. On a bien Villiers qui part du côté fermé pour venir défendre dans l'axe. Et là, on a Ntamak qui se relève et qui commence à se replacer. Et le jeu au pied du Gallois, pour moi, monte un petit peu haut. Mais c'était l'objectif, c'est d'aller jouer un duel aérien. C'est pas de faire une petite passe au pied. C'était vraiment de mettre Jaminet dans le dur pour le forcer à jouer contre Liam Williams sur un duel aérien. Et on s'aperçoit effectivement que c'est 50-50. C'est-à-dire que Liam Williams, il est capable de récupérer le ballon sur cette action. Mais du coup, Ntamak, il a juste à poursuivre son effort. Et on se retrouve avec Ntamak, Jaminet, Jelonche, qui a aussi eu le temps puisque le jeu au pied est haut, et Villiers qui viennent défendre sur le ballon aérien. Et je mets cette mêlée parce qu'au début je pensais qu'il visait spécifiquement Jaminet alors que c'est pas du tout le cas. On a un départ 8 où en fait il va pas forcément attaquer le 10 directement, Faletao, il va laisser le 10, on va consommer le 12 et le 13 français sur le second temps. On a le 10 qui bascule dans le sens avec l'ailier. Et là, sur le retour, on va se retrouver avec les centres gallois qui ont rechargé et qui vont être opposés en fait face aux 8 et aux talons français. Et donc, on est sur ce type de lancement de jeu où en fait l'objectif c'est de se retrouver sur ce rapport qualitatif où on va opposer des profils rapides à des profils lents. Et là, on se retrouve avec les trois quarts gallois qui sont déjà en surnombre parce qu'ils ont rechargé côté opposé au sens de jeu alors que nous, on n'a pas eu le temps de se redistribuer les trois quarts côté opposé au sens de jeu, tout simplement parce qu'on a consommé le 12 et le 13 sur le temps de jeu. Et on se retrouve avec un talon et un 8 qui vont défendre face à des profils rapides. Et là, heureusement qu'il fait un en avant et qu'il y a une interception de Dupont qui va nous sortir de la pression. Dans la dernière vidéo, je posais une question de savoir si c'était travailler l'ouverture d'une porte sur contre-attaque. Je suis pas trop réseaux sociaux, mais j'ai un compte LinkedIn sur lequel j'ai posé la question, à savoir est-ce qu'il n'y a pas un entraîneur pro qui voudrait me répondre. Le milieu du rugby pro, c'est assez fermé sur tous les systèmes et les petits tips qui te font gagner les matchs, et c'est normal, c'est un travail et c'est un gagne-pain pour certaines personnes. Forcément, on n'a pas envie de donner sa petite recette magique à l'équipe adverse ou à quelqu'un d'autre, puisque c'est son gagne-pain et c'est ce qui fait qu'on est meilleur que les autres. Et j'ai eu quelques messages en privé, puisque évidemment c'est un milieu fermé où personne ne va répondre, n'a envie de donner son avis en public. Et très gentiment, il y a un des entraîneurs de l'équipe de France moins de 20, Sylvain Boutier, qui est responsable de l'attaque, qui a eu la gentillesse de m'éclairer et de nous éclairer sur le sujet, puisque nous, on est des amateurs et on a juste envie de comprendre en fait ce qui se passe et ce qu'ils font, ce qu'ils travaillent. Vous trouverez sa réponse du coup sur LinkedIn. J'ai donc fait attention au positionnement sur contre-attaque, et ce qui est très intéressant, c'est la capacité que les joueurs ont à venir faire office de virus dans la ligne. Pour les défenseurs, cela donne une impression de proximité et de fausse densité défensive. Là où j'ai fait attention, c'est au dernier moment, ils ne changent pas de direction, ils changent simplement l'orientation de leurs appuis et de leurs épaules pour ouvrir une porte. Il n'y a donc aucune obstruction, aucun changement de direction, simplement une capacité des joueurs à réagir en même temps pour ouvrir l'intervalle. Et j'ai donc fait attention à ça sur les contre-attaques françaises. Sur celle-là, on voit Aldrit qui du coup n'est pas spécialement dans la ligne. Il va ralentir pour se mettre en position d'être côte à côte avec Navidi. Et là, si on met pause à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il est juste légèrement devant Navidi. Forcément, tu sais où sont les joueurs à côté de toi. Ils ont le pied gauche de Aldrit, il est sur la ligne du pied droit de Navidi. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. Et ce qui va être intéressant, c'est que là, il va simplement basculer son bassin vers l'arrière en reculant son appui gauche et c'est ce qui va ouvrir une porte à Jaminet, ce qui lui permet d'avoir un micro-break. Et on sent que c'est des choses qui sont travaillées, qui sont répétées et que les joueurs sont habitués à percevoir ce genre d'informations. Et c'est des choses qui sont travaillées évidemment, mais c'est pas parce qu'on les travaille qu'on va les réussir à chaque fois. On va regarder sur celle-là. C'est Antonio. Si on met pause à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il tourne légèrement la tête vers la droite, donc il quitte Jaminet des yeux pour prendre l'information de où va être la pression défensive et de quel joueur va mettre de la pression défensive. C'est des petits trucs qui sont vraiment minimes, qui se remarquent quasiment pas, mais il prend cette information visuelle.
où est-ce que va être le défenseur et comment est-ce que je vais l'emmerder ce défenseur et en fait lui donner des fausses informations. Et là, il va simplement enclencher une rotation du bassin très rapide pour se remettre dans le sens du jeu. En fait, et même chose quand on a des actions brusques comme ça, l'objectif, ça va être de saturer le champ visuel du porteur de balle pour qu'il ait plus de mal à traiter les informations. Et pour le coup, ça ne le perturbe pas et il arrive à plaquer Jaminet. Donc c'est des choses qu'on tente plein de fois dans un match, qu'on tente en fait sur toutes les contre-attaques, mais qui vont pas forcément marcher tout le temps. C'est un petit peu plus visible sur celle-là, où c'est Marchand qui va venir se mettre au contact du joueur gallois et qui au dernier moment va basculer son bassin pour se mettre de profil. L'objectif, c'est de passer à la position de face où on a l'impression d'avoir cette densité à la position de profil. Et on a le joueur gallois, toujours le même, qui va lui mettre un petit coup de fesse pour lui dire hey, dégage mon coco, en fait, tu vas pas m'emmerder longtemps. C'est quelque chose que j'avais jamais remarqué sur les contre-attaques, mais je me doute que le rugby professionnel est ultra travaillé, et donc qu'on étudie et qu'on travaille, on optimise tous les secteurs de jeu, mais c'est quelque chose sur lequel je ferai attention, et du coup, j'ai remarqué ce petit tips et je voulais vous en faire part. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent sur le match d'un point de vue offensif, et du coup, je me suis intéressé à cet essai de l'équipe de France. On a un surnombre qui est là, et c'est ce qu'on cherche en permanence au rugby, c'est avoir un surnombre momentané. Là, il est bien là. Mais c'est des choses qui arrivent souvent au rugby. Un 5 contre 6, c'est pas la fin du monde puisqu'on va pouvoir monter, contrôler, défendre en repli, glisser sur le temps de passe. Là où c'est un souci pour les Gallois, c'est qu'ils se retrouvent avec 4 avant, le 6, le 7, le 4 et le 1, et le 14 face à 5 3 quarts et un avant. C'est ce que je vais appeler un rapport qualitatif. On oppose des profils rapides à des profils plus lents. Je me suis intéressé à cette action et je me la suis repassée plusieurs fois pour essayer de comprendre comment on en arrive à un déséquilibre de la sorte sur du très très haut niveau. Comme souvent au rugby, il faut remonter assez loin pour chercher l'erreur et la comprendre. L'action part d'une mêlée sur une sortie qui est un petit peu chaotique, qui n'est pas propre, et on attaque vers la gauche. Ce qui paraît logique, c'est que le 8 de devant gallois va venir défendre de ce côté-là, puisque les 3 quarts consommés gallois sur la droite vont recharger de l'autre côté. On a un échange de jeu au pied qui ne fait pas varier la position des joueurs sur le terrain. Sur la contre-attaque, Jaminet prend l'intervalle et break la ligne. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce qui va se passer par la suite. On déplace le jeu jusqu'à l'autre côté du terrain et on va consommer dans un couloir de 15 mètres l'heure 12, l'heure 11, l'heure 10. On a donc 4 des 7 3 quarts qui sont dans les 15 mètres et qui vont être out sur le retour. Et on en ajoute un évidemment en couverture. J'ai pas l'impression que la France elle utilise souvent un bloc 12 à 3 joueurs au centre du terrain puisqu'elle n'utilise pas vraiment un système en 1-3-3-1, ils utilisent plutôt des structures offensives qui vont varier en fonction des profils des joueurs disponibles et du tempo de libération. C'est beaucoup plus complexe à mettre en place, mais donc difficilement lisible pour la défense. Mais dans cette situation, on utilise un bloc 12 à 3 joueurs. Le surnom momentané, il est déjà là, mais on va quand même solliciter le troisième joueur du bloc 12 et on va consommer le 12 adverse. Le 13, il est déjà out puisqu'il est de l'autre côté du terrain et il ne circule pas. Leur 11 et leur 10, idem. Leur 9, il a disparu des radars sur cette action. Pour le comprendre, il faut revenir en arrière à cette percussion de Danty qui va assommer le 9. Le 9, il plaque avec sa tête du mauvais côté, il se met KO. On se retrouve avec leurs 2 centres qui sont éliminés côté ouvert et on a tous nos 3 quarts et le 6 dans le couloir qui est en position de runner. En fonction des systèmes défensifs et de couverture en zone de marque, le 9 c'est souvent un joueur important. Et à ce moment-là, on se retrouve avec cet avantage numérique et ce rapport qualitatif. Et quand on voit la qualité de nos joueurs et la capacité qu'ils ont à jouer proche de la ligne d'avantage, c'est un régal de les voir et en fait c'est un cadeau qu'on leur fait. Il y a un joueur en moins chez les Gallois, on consomme tous leurs 3 quarts et on exploite ce surnombre numérique et ce rapport qualitatif sur le retour. J'ai emménagé dans un petit village sur les bords de Loire et dans le bar en face de chez moi, il y a un billard. Et c'est des joueurs professionnels de billard qui jouent des compétitions nationales, etc. Et je les regardais jouer et je leur disais, mais en fait, tu prévois où la bille blanche va s'arrêter sur le coup N+1 pour qu'elle soit bien positionnée. Et il me regarde et il me dit, non, en fait, on étudie à N+2 ou N+3 ou N+4, là où elle va s'arrêter pour anticiper les coups suivants. Et la question que je me pose, c'est est-ce que sur le très haut niveau, quand on a une mêlée, qu'on attaque un côté, qu'on a un échange de jeu au pied, on anticipe déjà en fait que si on arrive à breaker sur contre-attaque ou sur contre-attaque, on va consommer les 3 quarts d'un côté pour sur le retour utiliser les profils rapides. D'un point de vue défensif, on commence à bien connaître cette capacité de l'équipe de France à défendre fort et à rien lâcher. Contrairement à d'autres matchs dans lesquels on s'est fait pénaliser beaucoup de fois, mais on marque plus de points, cette rencontre elle a été pour moi une démonstration de discipline avec 8 pénalités encaissées lorsqu'on a eu très peu de ballons. Après moi, il y a un truc qui m'impressionne, c'est Will MC. Le bonhomme, il fait 2 mètres, 127 kilos, il tourne à 13 plaquages et il assène des sacrés. Pour se rendre compte un petit peu de son activité, on va regarder cette séquence. On est à la 80e minute de jeu face aux Gallois sur un match international.
Le mec sort d'une mêlée. Il a déjà fourni un effort parce qu'il faut pousser, etc. Et là, tu joues en fait pour pas perdre le match. Tu es en train de gagner, il faut que tu le gagnes, tu n'as plus le droit de prendre des points. Le mec se replace, il va effectuer un premier plaquage au centre du terrain. Tu sens que déjà le bonhomme il doit pas être super bien parce que quand il se relève, il est en train de marcher. Je pense que tu sais plus trop où t'es à ce moment-là dans le match parce qu'à force de prendre des stars dans la tête, honnêtement la lucidité c'est obligatoire, elle descend. Et là, la séquence de jeu continue. Il est en train d'essayer de serrer les brèches, etc. Et là, il va effectuer un deuxième plaquage sur cette action. Et on a quand même un deuxième ligne avec un gabarit comme ça, qui avec cette intensité est capable d'effectuer deux plaquages à la 80e minute. Enfin, il faut les porter, les 2 mètres et les 127 kilos pendant 80 minutes sur des intensités comme ça. Là où je me suis un petit peu attardé, du coup, en étudiant le bonhomme, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que le mec, c'est un poison pour les neufs. Je m'explique. On a cette touche, par exemple. On a Will MC, là, on sait pas trop ce qui se passe dans les malls, hein. Chez moi, c'est un truc qui m'est totalement étranger. Autant le jeu de trois quarts, je connais, autant devant, je pipe rien, enfin, je pipe pas grand chose. Et là, je le vois, il est sur le côté du ballon porté et il sert à rien. Il est juste en train de sniper le neuf. On voit, il le regarde, il sert à rien, il met ses grands bras là, il fait. Bon, on sait pas trop ce qu'il fait, bref, un avant dans un ballon porté. Il regarde le neuf et au moment où le neuf va faire la passe, il se jette pour essayer de l'attraper, de la gripper. Il le sait très bien, il n'aura pas le porteur du ballon. Sauf que c'est dans l'action, c'est-à-dire qu'il se jette quand le neuf a encore le ballon. Et là, hop, il lui met une petite cuillère et il le déstabilise. Et on est vraiment sur une action spécifique où le mec, il ne sert à rien dans le ballon porté parce qu'il n'est pas en bonne position pour pousser. Mais en revanche, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de déséquilibrer le neuf et de ralentir le neuf sur le temps de jeu suivant et sur la libération suivante. Si le neuf n'est pas là, en fait, tu vas perturber les structures d'attaque et les lancements de jeu adverses. Dans ce cas-là, il est juste déséquilibré, le 9, mais s'il tombe, il n'y a rien à dire. Et je m'en suis rendu compte aussi sur cette deuxième séquence, où la France décide de ne pas sauter en touche. Le 9 fait la passe et là on voit le grand bonhomme de 2 mètres qui saute et qui lui fait un énorme câlin. Ça veut dire que le 9 ne sera pas là sur la prochaine libération pour libérer le jeu. Et donc on perturbe le système de jeu adverse. À partir du moment où le 9 n'est pas là, les lancements de jeu sont rodés sur généralement un ou deux temps où il y a plusieurs options en fonction de la qualité de libération, de la vitesse de libération, etc. et de la disponibilité des joueurs. Sauf que c'est le 9 qui doit prendre les décisions. Si le 9 n'est pas là, il faut s'adapter. C'est un autre joueur qui passe relayeur et on perturbe le lancement de jeu adverse. Je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que c'était le deuxième ligne qui venait défendre sur le 9 et pas un troisième ligne. Je pensais que c'était plutôt des profils troisième ligne. Et j'ai peut-être une réponse à avancer, alors c'est peut-être pas du tout volontaire que ça soit William C à chaque fois, mais en fait je crois pas trop au hasard à ce niveau-là. Tout simplement parce que on n'a pas spécialement envie de consommer un troisième ligne qui va être mobile dans le jeu pour aller défendre et se déplacer sur le terrain, qui est plus mobile qu'un deuxième ligne, et donc du coup on va laisser les troisièmes lignes qui en plus potentiellement sautent en touche libres plutôt que d'aller défendre sur le 9. Et la deuxième chose c'est pourquoi pas un première ligne. Et bah tout simplement parce que je pense que le deuxième ligne, il a plus d'allonge et quand il y a un gaillard de 2 mètres qui tend ses bras et qui saute, il va avoir plus la possibilité d'attraper le neuf, de l'agripper ou de le ralentir qu'un première ligne. Tout d'abord, je voudrais tous vous remercier pour les commentaires et les retours que j'ai eu sur la dernière vidéo parce que ça fait vraiment plaisir. Je vous demande de mettre un petit commentaire, un petit like pour l'algorithme YouTube, ça c'est franchement cool parce que c'est ce qui fait que la vidéo elle est de plus en plus vue. De vous abonner si vous n'êtes pas abonné parce que j'ai beaucoup de vues mais pas beaucoup d'abonnés, genre les gens ils regardent mais ils ne s'abonnent pas. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, vous pouvez rejoindre la chaîne où je vais poster du contenu un petit peu plus technique. Alors il y a un petit bouton rejoindre avec un abonnement à 1 €. Si vous pouvez donner 1 € par mois, c'est cool. 2 € avec un peu de contenu et 5 € avec plus de contenu forcément. C'est du contenu technique à destination des joueurs, des entraîneurs ou des passionnés de rugby qui veulent un petit peu plus comprendre. Si vous voulez faire un don sur PayPal aussi, c'est avec plaisir. Je vous remercie à tous qui me soutenaient et puis on se revoit bientôt. Là, je vous prépare une petite analyse avant le match de France-Angleterre sur comment jouent les Anglais et comment je ferais si j'étais le sélectionneur de l'équipe de France. Allez, tchuss!